Aujourd'hui, on plonge dans un livre absolument culte, un monument de la littérature de voyage, L'usage du monde de Nicolas Bouvier. Alors attention, ce n'est pas juste un récit d'aventure, c'est bien plus que ça. C'est une exploration de ce que Bouvier lui-même appelle l'érosion transformatrice. C'est une idée assez belle en fait. Le voyage, c'est ce qui nous use, nous dépouille un peu de toutes nos certitudes pour mieux nous remplir du monde. Allez, voyons voir comment ça se passe concrètement. Fainéanter dans un monde neuf est la plus absorbante des occupations. Franchement, ça donne le ton tout de suite, non ? Pour Bouvier, le voyage, ce n'est surtout pas une course pour cocher des cases sur une liste. C'est tout le contraire. L'idée, c'est de se rendre disponible, d'être en quelque sorte inoccupé, pour que le monde, lui, puisse s'occuper de nous. C'est une véritable philosophie de la lenteur, de la réceptivité. Alors voilà le point de départ. Imaginez un peu la scène. On est en 1953. Deux amis, Nicolas Bouvier et son ami Thierry Vernet, quittent Genève dans une toute petite Fiat Topolino. Et leur but, atteindre le Japon. Par la route. C'est presque insensé quand on y pense. Surtout qu'ils n'ont quasiment pas un sou. Non, leur vrai capital, leur richesse, c'est cette volonté incroyable de se laisser complètement façonner par les rencontres, par les imprévus du chemin. D'abord, il faut bien comprendre une chose, ce voyage, c'est beaucoup plus qu'une simple aventure. En fait, au cœur même de l'usage du monde, il y a une histoire d'amitié, une amitié mise à rude épreuve par la route. Et ce duo, il est juste parfaitement complémentaire. D'un côté, on a Nicolas Bouvier, l'écrivain, celui qui va mettre des mots sur tout ce qu'ils vivent, et de l'autre, Thierry Vernet, le peintre, qui lui va capturer tout ça en images. Bouvier parlait d'ailleurs de leur projet comme d'une entreprise commune. C'était un dialogue permanent entre le texte et l'image, deux façons différentes de saisir le monde. Et ça, c'est vraiment un point crucial, parce que ce voyage, il va durer 18 mois. 18 mois avec des galères, des moments difficiles, la promiscuité, tout ça aurait pu détruire leur amitié. Mais non, au contraire. Bouvier écrit que ça a été l'épreuve ultime, celle qui a vraiment scellé et confirmé leur amitié, qui était déjà très solide. Cette amitié, c'est donc un peu leur ancre, mais c'est vraiment dans la traversée des Balkans que leur philosophie du voyage va être mise à l'épreuve pour la première fois. C'est là que l'idéal de la lenteur, de la contemplation, va se heurter de plein fouet à la réalité, parfois très dure, de la route. Regardez cette liste, ça illustre parfaitement leur mode de vie. On a du matériel de peinture, une lampe à pétrole, un réchaud, et puis une pastèque, du fromage de chèvre. L'essentiel, on le voit bien, n'est pas matériel. C'est une vie réduite au strict minimum, une vie où une simple pastèque devient un festin. Et c'est justement cette simplicité qui va les ancrer dans le moment présent et les rendre si ouverts aux autres. Leur budget était tellement, mais tellement serré qu'ils devaient trouver de quoi vivre au jour le jour, littéralement. Par exemple, en Yougoslavie, pour gagner un peu d'argent, ils organisaient des petites expositions avec les dessins de Vernet. L'entrée, 20 dinars, quand les gens pouvaient payer bien sûr. C'est cette précarité constante qui, paradoxalement, est devenue une force. Ça les a obligés à aller vers les autres, à dépendre de l'hospitalité des gens. Et l'hospitalité, eh bien, ils vont la découvrir de façon assez spectaculaire. Bouvier décrit le banquet serbe, et ce n'est pas juste un bon repas, c'est un véritable rituel social. C'est une manière de célébrer quand la vie est belle, oui, mais c'est aussi un moyen d'exorciser le malheur quand elle est trop lourde. En gros, un banquet pour les bons moments et un autre banquet pour les mauvais. Un outil finalement pour rendre la vie supportable. Ok, donc après la chaleur et l'hospitalité des Balkans, le voyage change complètement de visage en Anatolie. Là, c'est une autre épreuve qui commence, celle de l'endurance. L'immensité du paysage, presque écrasante, devient un personnage à part entière, qui va tester leurs limites, physiques comme mentales. Cette chronologie d'une seule journée de route, c'est la preuve parfaite. 12 heures de conduite pour arriver à Merziphone. À minuit, ils repartent déjà, et de la 13e à la 20e heure, ils traversent des cols dans la nuit. On n'est pas du tout dans le tourisme là. C'est un effort physique absolument exténuant. Le voyage, c'est aussi ça. Une épreuve qui tape sur le corps autant que sur l'esprit. Et c'est là qu'il fait une observation hyper fine sur l'intuition du voyageur. Il dit que parfois, on ressent un malaise, une méfiance dans un lieu, sans trop savoir pourquoi. Eh bien, ce n'est pas juste une impression. Il comprend plus tard que c'est souvent notre instinct qui a capté un vrai danger. Un danger qu'on ne voit pas consciemment et qui tire la sonnette d'alarme. Bon, après l'épreuve de la route, du mouvement incessant, vient l'épreuve de l'immobilité. L'hiver, les coins s'en percent, et ce qui aurait pu être juste un contretemps, un truc pénible, va devenir l'une des étapes les plus profondes, les plus révélatrices de tout leur voyage. Imaginez, il est bloqué à Tabriz, il donne des cours de français pour survivre. Et là, il observe les ouvriers, des gens qui n'ont rien, partager leur repas, qui est souvent juste un bout de pain. Il est complètement stupéfait, et il se pose cette question fondamentale. Mais quel ordre, quelle loi intérieure peut bien pousser ces ventres creux à offrir machinalement le peu qu'ils possèdent ? Et la réponse qu'il trouve est juste magnifique.
Il comprend que ce qui compte, ce n'est pas la nourriture en elle-même, c'est le geste, l'acte de partager. Ce geste transforme cette minable pitance, comme il dit, en quelque chose de sacré. Le partage donne une dignité immense, à la fois à celui qui donne et à celui qui reçoit. Et voici sa conclusion finale. Cette générosité, ce n'est pas du calcul. C'est une obéissance à un ordre noble, une sorte de loi non écrite de l'humanité. Et le paradoxe, c'est que cette loi, ce sont les plus démunis, ces faméliques, qui la connaissent et la pratiquent bien mieux que nous, qui vivons dans l'abondance. Alors au final, c'est quoi la grande leçon de ce périple? Qu'est-ce que ça veut dire, l'usage du monde? Cette phrase est peut-être la plus célèbre du livre et franchement, elle résume tout. On voyage pour que les choses surviennent et changent, sans quoi on resterait chez soi. Le but, ce n'est pas d'aller voir le monde, c'est de laisser le monde nous voir, nous traverser, nous transformer. Le voyage est une force active qui nous change de l'intérieur. Le point crucial, il est donc là. Pour Bouvier, le voyage, c'est un processus d'érosion. On part plein de soi-même, de nos préjugés, de nos certitudes, et la route, petit à petit, elle use tout ça. Elle nous polit. On se vide de soi pour enfin pouvoir se remplir du monde. C'est une idée très forte. On perd pour finalement gagner. Et tout l'héritage de Bouvier, finalement, ça nous interroge sur notre propre rapport au voyage, au monde. Et si le vrai voyage, ce n'était pas de chercher des paysages nouveaux, mais d'avoir un œil nouveau? Peut-être que l'usage du monde, ce n'est pas le consommer comme un produit, mais c'est réapprendre à le regarder et à se laisser regarder par lui. Avec un œil neuf, un œil dépouillé et enfin libre.